Mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne. Mon nom est Jimeli. Je fais des recherches sur les cultures africaines et particulièrement sur les cultures bamileke pour lesquelles je me passionne. Je suis sur cette chaîne pour partager avec vous le fruit de ces recherches. Entrons directement dans le vif du sujet et parlons de cette étoffe extraordinaire qui a occupé dans l'histoire et dans la vie quotidienne des Bamileke une place si importante qu'elle est partout, aussi bien dans des événements heureux que dans des événements tristes. Le Ndop est une histoire de collaboration artistique et de collaboration intellectuelle, de collaboration et de partage et de brassage et de diversité de l'Afrique entière. C'est un tissu qui a traversé des villages, des communautés, des peuples et qui est aujourd'hui, comme on le voit, à l'international. J'ai choisi de ne pas m'intéresser au sujet de manière globale, mais de choisir 5 aspects, de discuter de 5 aspects très importants que je découvre au fil de mes recherches et que je pense que vous devez vous aussi découvrir. La première chose qu'il faut savoir au sujet de cette étouffe concerne ses origines. Donc, on a pu établir que l'art de la teinture, par exemple, était inspiré des peuples Abakwariga, parce que dans cette communauté Abakwariga, il y a un peuple qu'on appelle les Jukun, qui se retrouve en fait dans la partie nord du Cameroun et qui est aussi une partie du Nigeria. Et donc, on a pu établir que l'art de la teinture, n'est-ce pas, de la teinture indigo, de ce bleu extraordinaire et de ce blanc magnifique, en fait, serait né dans cette communauté parce que jusqu'aujourd'hui encore, ils ont des étoffes qui ont en fait ces couleurs et qui sont en fait des pratiques de teinture. Effectivement, plusieurs chercheurs confirment que le ndop qu'on a aujourd'hui sera en fait inspiré de ces formes de production et aussi de ces couleurs qu'on retrouvait chez les Abakwariga dans la communauté Jukun. Si on s'intéresse plutôt à l'aspect intellectuel de l'étoffe, on se retrouve dans une autre communauté qui est également présente au Cameroun et au Nigeria qu'on appelle les Ejagam. Donc, dans le peuple Ejagam, il y a encore aujourd'hui, le peuple Ejagam se retrouve en fait autour du Cross River, hein, le Cross River, vous voyez le fleuve qu'au Cameroun on appelle le Magno. Effectivement, il y a même un département, je pense, au Cameroun qui s'appelle le Magno. Et donc, ce même fleuve, on le retrouve au Nigeria sous un autre nom. Le peuple qui vit autour de ce fleuve que le Cameroun et le Nigeria ont en partage s'appelle les Ejagam. Et donc, au sein de ce peuple Ejagam, il y avait une communauté qu'on appelait le Ekpe Society. Certains appellent ça une communauté, d'autres vont appeler une société, d'autres vont appeler une réunion. Donc, en fait, il y avait cette communauté de Ekpe Society ou cette société Ekpe qui avait un alphabet, c'était une société très intellectuelle, il faut le dire, qui avait inventé un alphabet qu'on appelait le Nsibidi. Lorsque les gens étaient initiés à ce cercle Ekpe, qu'on appelle encore la société des léopards, lorsque les gens étaient initiés, ils gravaient les lettres de cet alphabet sur une autre étoffe. Et donc, cette étoffe était portée par les membres de la société Ekpe qui étaient initiés. Donc, on a retrouvé aussi des similitudes de couleurs ou de fabrication avec d'autres peuples de l'Afrique, mais toujours autour de la même région, c'est-à-dire la région entre le Cameroun et le Nigeria, et autour des mêmes peuples qui se partageaient les cultures, qui se partageaient des histoires à travers le commerce, à travers d'autres formes de rencontres. Et donc, peut-être pour clôturer ce premier point, il faut dire que on a observé en fait que ce soit chez les Jukun de ce peuple Abakwariga ou chez les Ejagam dans le cercle des léopards, on a observé que le tissu était à peu près utilisé pour les mêmes buts. Donc, chez les Jukun, par exemple, il était utilisé comme linceul, mais aussi il était utilisé comme tenue de funérailles.
Et chez les peuples Ekpe, chez les peuples Ejagam, lorsque les membres de la société Ekpe le portaient, c'était pour des parades à l'occasion, par exemple, des funérailles d'un de leurs membres, mais c'était aussi un tissu d'apparat, n'est-ce pas, de prestige et donc de représentation, d'appartenance à une communauté. La deuxième chose absolument extraordinaire qu'il faut savoir, c'est que le tissu de départ était en fait un support d'écriture. Et c'est extraordinaire parce que, bon, on nous a toujours bassinés avec des histoires du genre l'Afrique n'avait pas d'écriture, etc. Alors qu'on sait que si on regarde seulement au Cameroun, il y a plusieurs gens qui ont inventé des écritures. Njoya en est l'un, il y a l'écriture Bagam, il y a tellement d'écritures. Même les marabouts, vous arrivez chez un marabout, il vous fait quelque chose là. Ils ont des écritures qu'ils peuvent lire entre eux, les marabouts. Donc, il y a eu tellement d'écritures, mais bon, c'est juste que ces écritures n'ont pas été répandues. Donc, en fait, le tissu de départ était en fait un support d'écriture d'un système, d'un alphabet qu'on appelait l'Uncibidi et dont nous avons parlé au point 1. Et l'Uncibidi était un alphabet qui avait des centaines de signes et qui était connu par les membres de la société Ekpe. L'une des choses extraordinaires que j'ai découvert en faisant ces recherches, c'est que l'Uncibidi avait aussi l'air comme support d'écriture. Donc, vous voyez combien nous avons été avancés. Donc, en fait, les gens pouvaient vous écrire des choses dans l'air. C'est-à-dire qu'ils vous faisaient des gestes avec leur canne et puis ils écrivaient des signes que seuls les gens qui étaient initiés. Vous imaginez le nombre de tomes de livres qu'on pourrait écrire en fait sur le sujet. Donc, c'est très important de savoir en fait que le Ndop que ce tissu a été un support d'écriture. Et aujourd'hui encore, lorsque les gens s'essayent à dire que le cercle sur le Ndop est en fait la représentation de telle chose, signifie telle chose, en fait, on est toujours en train de faire de l'écriture. On est toujours en train de décoder des signes, en fait. Donc, c'est très important de savoir que ce tissu a aussi été un support d'écriture d'un alphabet qui s'appelait l'Uncibidi. La troisième chose extraordinaire aussi qu'il faut savoir, la troisième chose absolument magnifique qu'il faut savoir, c'est que autant le tissu était un support d'écriture d'un alphabet, le corps aussi a inspiré le tissu. Donc parce que, bon, aujourd'hui, le tatouage, les scarifications ont mauvaise presse en Afrique et partout ailleurs. Mais il faut dire que ce qu'on retrouve en fait sur le Ndop aujourd'hui et que nous on appelle des figures, que certains appellent des signes, que d'autres appellent des représentations, que d'autres appellent des formes, en fait, c'est des écritures. Et avant, en fait, ces écritures se retrouvaient en fait sur la peau des gens. Donc, les gens faisaient graver ça sur la peau. Donc, le Ndop est parti en fait aussi de la peau, n'est-ce pas, du tatouage vers le tissu, vers le textile. Donc, c'est absolument important de savoir ça, de savoir que le Ndop était en même temps, que le tissu originel était en même temps un support d'écriture, mais aussi que c'était un support d'écriture qui s'inspirait d'autres supports d'écriture dont la peau était, l'exemple. Donc, voilà. Et puis, les signes qu'on voit aujourd'hui sur le Ndop étaient en fait gravés sur les tombes des gens, gravés sur les corps des gens, gravés à travers les scarifications. Et c'est là que ça devient extrêmement complexe, parce que lorsque vous entendez les gens dire que le Ndop est sacré, en fait, c'est à cause de ça. Parce que vous voyez toutes ces histoires derrière les écritures, etc. C'est extraordinaire parce que, en fait, les écritures sont des codes. Et c'est très souvent des codes rituels. Donc, c'est pour ça que les gens vous disent que le Ndop est un tissu rituel, que le Ndop est un tissu sacré. Parce que les scarifications qui sont faites sur la peau des gens sont des codes secrets. Ceux qui faisaient ces scarifications, ils cachaient quelque chose, effectivement.
ils cachaient quelque chose, mais qu'ils exposaient en même temps. En fait, c'est un sujet qui est extraordinaire. Et donc, c'est très important de savoir que le Ndop était, en fait, que les figures qu'on retrouve aujourd'hui sur le Ndop étaient également tatouées sur le corps. La quatrième chose, tout aussi magnifique et tout aussi extraordinaire et tout aussi belle à savoir sur le Ndop, c'est que malgré ces écritures sacrées, malgré ces scarifications très réservées et malgré ces tatouages qui étaient des représentations en fait d'appartenance à des siècles, etc., le Ndop est demeuré un tissu public. Public parce qu'il a toujours été vendu, public parce qu'il a toujours été commandé chez des gens qui ne le portaient peut-être pas, chez des gens pour qui il n'avait pas la même signification, etc. Et donc, à l'Ouest, des gens ont dit que c'était un tissu réservé à la royauté seulement parce que seules certaines classes sociales, certaines personnes ayant un certain nombre de moyens pouvaient l'acheter. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais de manière générale, dans toutes les familles bamileke, il y a le Ndop. Donc, vous n'avez pas besoin d'appartenir à une quelconque classe sociale dans la communauté bamileke pour avoir le Ndop chez vous ou pour l'utiliser pour vos événements, pour vos funérailles, pour vos mariages ou pour vos sorties solennelles des écoles, etc. Donc, vraiment, vous n'avez pas besoin de demander une autorisation spéciale pour l'avoir. C'est un tissu qui est vendu dans les marchés. Et donc, les gens peuvent l'acheter, les gens peuvent le porter. Et c'est un tissu qui a rempli en même temps les fonctions rituelles que les fonctions publiques. Et donc, c'est très important de le savoir parce que, bon, la polémique sur l'aspect public ou privé tu ne dois pas remplir les réseaux sociaux, mais c'est très important de savoir en fait que les Bamileke ont seulement adopté ce tissu et qu'il a toujours en fait été vendu et qu'aujourd'hui il continue d'être vendu parce que de manière générale, ce qui est inaccessible au public chez les Bamileke ne se vend pas. Donc, des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde, ils ne se vendent pas, ils se transmettent de père en fils, de mère en fille ou de mère en fils, etc. Donc, c'est vraiment des choses réservées qui ne se retrouvent pas partout. Nous arrivons à la fin et nous parlons de la cinquième chose, la dernière chose importante à savoir au sujet de cette étoffe extraordinaire, c'est que au Cameroun, dans la zone de Fumban, il y a eu à un moment donné un centre très important de production du Ndop et que c'était grâce au Juan Joya qui a étudié les processus de fabrication et qui a transformé la ville de Fumban en un centre de production extraordinaire du Ndop et que le Ndop qui circulait en fait au Cameroun depuis longtemps parce que bon, certains gens disent que Joya a introduit le Ndop au Cameroun. Effectivement, il a introduit l'industrie du Ndop au Cameroun parce que Fumban a été un centre extraordinaire de fabrication du Ndop. Mais il faut dire qu'en fait, que comme nous l'avons vu, le Ndop circulait déjà avant même le Cameroun parce que les peuples Abakwariga, c'était qui? Les Jukun dont on parle, en fait, ils se retrouvent en même temps dans la partie nord-ouest du Cameroun et au Nigeria. Les Ekpe dont on parle, les Ejagam dont on parle avec leur écriture Sibidi, c'est qui? C'est les Camerounais aujourd'hui et c'est les Nigérians. Donc, en fait, personne n'a introduit le Ndop au Cameroun parce que avant le Cameroun, le Ndop existe. Mais il faut dire que Fumban a été un centre très important de production du Ndop parce que le roi Njoya avait investi une industrie extraordinaire de production du Ndop dans cette zone et qui a produit des Ndop et qui a produit des tissus extraordinaires qui ont été vendus à l'international, qui ont été distribués à l'international et qui ont été distribués dans plusieurs chaufferies bamileke. La plupart des tissus qui étaient réservés à la royauté du peuple bamileke de Fumban, du Noun, était en fait représenté par le serpent à deux têtes que vous connaissez très bien. Donc, c'est très important de savoir ça, qu'il y a eu des formes très différentes et des formes très diverses du Ndop, même si aujourd'hui, on a une forme plus ou moins standard qui est distribuée et qui est vendue.
Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous avez aimé ou si vous souhaitez écouter d'autres vidéos sur les cultures bamileke et sur les cultures africaines, abonnez-vous à cette chaîne, partagez ces contenus et commentez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Haya, oh, haya, haya, bugalo tingwar haya,